Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 2 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de l'agenda de la semaine avec les chiffres qui vont tomber, des actions du CAC 40 et puis de quelques actions étrangères également. À noter qu'aujourd'hui, les marchés sont fermés aux États-Unis, donc la plupart des marchés sont clos aujourd'hui à cette heure-là. Ça reprendra évidemment demain sur les marchés américains notamment. Alors avant de commencer sur les chiffres, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ce lundi, on a eu quand même quelques chiffres, notamment sur les PMI. Les PMI, ça mesure la santé économique des pays, avec notamment une expansion au-dessus de 50 et une contraction sous les 50. Et là, on avait les chiffres notamment aujourd'hui sur le manufacturier. Alors on sait que le manufacturier, on a un peu plus de mal un peu partout sur le globe. C'est surtout les services qui tirent un peu les entreprises. Et bien sur le manufacturier, on a eu des chiffres qui sont revenus meilleurs qu'attendus un peu partout, notamment en Chine, en France, en Allemagne et en Europe. On a eu un peu plus que ce qu'on attendait. Ça reste des chiffres relativement moyens. Alors en Chine, on est à 50,4, donc ça c'est plutôt bien. En Europe, on est à la traîne, on le sait, 43,9 en France, 42,4 en Allemagne, 45,8 en Europe. Donc on voit qu'on a quand même un gros ralentissement du secteur manufacturier, mais on espère surtout que ce soit les services qui tirent un peu l'économie vers le haut. Demain, on aura la même chose aux États-Unis, 15h45 et 16h les chiffres sur les PMI. Et mercredi, la Chine également, mais sur les services cette fois, et tous les pays européens, France, Allemagne, Europe, les chiffres PMI services. Et là, on s'attend certainement à des chiffres peut-être encore intéressants au-dessus de 50. Donc on a toujours cette différence entre les services et le manufacturier. Il faut évidemment faire un mix des deux, mais on sait qu'aujourd'hui les services prennent le pas, et c'est peut-être plus ceux-là qu'on va regarder, qui seront scrutés à 16h. On aura le rapport Jolts sur l'emploi aux États-Unis. Là aussi, c'est assez attendu, surtout pour la politique monétaire américaine et la baisse des taux, pour savoir surtout l'intensité de la baisse des taux, pour jauger un peu du marché américain, de sa résilience ou non, ou de son ralentissement. Parce que maintenant, c'est une certitude que le ralentissement arrive, qu'il va falloir relancer la machine, qu'il va falloir baisser les taux. Est-ce qu'on a trop attendu à ce stade, et il faudrait peut-être remettre moins 0,5 et avoir une attitude très agressive dès le 18 septembre, auquel cas on pourrait peut-être avoir un scénario d'un pivot de la Fed agressif et donc d'une baisse des marchés à venir, ou alors on va garder un marché de l'emploi américain, parce qu'évidemment, on parle toujours des États-Unis, mais c'est le marché numéro un qui tire un peu les autres, avec la Chine aussi, c'est les deux gros blocs. Mais comme les grosses entreprises, notamment les entreprises du CAC, mais les autres aussi, sont de plus en plus à l'international, les marchés américains font un peu la pluie et le beau temps, parce que c'est les plus importants. Et puis, il y a beaucoup de chiffres d'affaires qui sont faits aussi en Amérique notamment. Donc, on est obligé de s'intéresser à ces marchés-là pour décortiquer un peu ce qui se passe également en France. Donc 16h rapport sur l'emploi, et jeudi entre 14h15 et 16h, on aura la création d'emplois non agricoles, l'inscription hebdomadaire au chômage, PMI service également aux États-Unis. Donc toujours pour avoir un peu mesurer un peu la santé de l'emploi. Et le lendemain, salaire horaire moyen, ça c'est intéressant, ça permet vraiment de voir comment se comporte un peu le secteur de l'emploi, et plus finement sur les salaires dégagés. On a eu plus 0,2 le mois dernier, on s'attend à plus 0,3, donc on a toujours des salaires qui restent plutôt forts, et en inflation aux États-Unis. Voilà pour l'agenda de la semaine. Donc évidemment, à chaque fois que ça sort, à l'heure où ça sort, on a des grosses variations, de la volatilité, les marchés qui anticipent ou qui se réajustent par rapport à ce qu'on avait prévu, à la hausse ou à la baisse. Parce que le but, c'est toujours d'aller au plus près de la réalité et de la visibilité. C'est-à-dire que si on a un marché qui s'assombrit un peu trop, les fonds vont quitter certaines positions ou certains secteurs, et inversement. Et enfin, pour les résultats,
Et les dividendes, enfin sur tous les résultats, il y a quelques dividendes, mais c'est pas trop en Europe notamment. Mercredi, on regardera GameStop, hein. Depuis la nouvelle hype qu'on a eu il y a quelques mois avec le retour de Keith Gill, GameStop, ils s'en sortent. On va les regarder, tiens, d'ailleurs, avant de faire les actions. GameStop, ici, hein, la nouvelle hype de Keith Gill sur les magasins, c'est style Micromania, hein, aux États-Unis, sur les jeux vidéo notamment. Explosion. Ensuite, grosse volatilité. On part de 64, on revient vers les 15, 47. 20, et là ça fait un moment qu'on se maintient autour des 20-23, donc on voit le retour un peu à la moyenne, et donc les résultats qui sont attendus. Alors on a un plan plutôt intéressant en classique avec la baisse de la fermeture de magasins, la baisse des effectifs pour réduire les coûts, se concentrer un peu plus sur ce qui marche, les marges, et à terme relancer un peu la machine, et avec toujours pas mal de possibilités de refaire de l'argent, parce que les fondamentaux sont quand même pas super, mais on est loin de la banqueroute quand même sur cette valeur-là. Donc on a un potentiel, et éventuellement sur les résultats qui arriveront mercredi, ça pourrait intéresser du monde. Ça pourrait même faire partir une partie de la vente à découvert qui est sur le titre, parce qu'elle est quand même pas mal shortée encore. Donc on le voit, pour l'instant ça tient sur ces niveaux-là. Donc peut-être une bonne nouvelle, une mauvaise qui est pas à omettre non plus, hein, ça peut toujours arriver, ou sinon on voit que ça va toujours intéresser du monde. Donc il y aura probablement de la volatilité avec les résultats. On a également Biomérieux, hein, le lendemain, jeudi, pas mal de résultats. Biomérieux, Ruby, Steph, Voltalia, il y a Broadcom aussi aux États-Unis, DocuSign et Harmony Gold, hein, dans le secteur minier, et notamment sur l'or. Harmony Gold, ils ont déjà beaucoup monté, l'or est déjà très haut. On jouera peut-être plus les autres, hein, que Harmony Gold, mais les résultats de cette valeur en particulier, ça donnera aussi un point de comparaison intéressant pour toutes les autres minières. On va les regarder également rapidement. Harmony Gold. Voilà, ça n'arrête pas de monter. Depuis le mois de mars notamment, ça a explosé. Et puis ça avait commencé au début de l'année, hein. Enfin, même fin d'année 2023, début 2024, on explose. On était sur les 5-6. Aujourd'hui, on est sur les 10 quasiment. Là, c'est fermé, hein, aujourd'hui, donc c'est la courbe de vendredi. Ça reprendra demain. Et avec des prix de l'or toujours super élevés, et qui leur offrent des marges quand même aux minières. On en reparlera des minières, hein, c'est toujours intéressant. Peut-être Newmont ou Barrick Gold à voir, une des plus intéressantes. Peut-être prochainement. On va regarder le CAC 40. Il est là. L'indice, alors, forcément, c'est fermé aux États-Unis, donc les volumes sont un peu plus bas, on le voit, que d'habitude. Pas beaucoup de grosses transactions. On fait plus 0,2, mais dans un marché plutôt attentiste, où il se passe pas grand-chose. On regarde les grosses variations, hein, on va le regarder après, mais il n'y a pas eu de mouvement énorme. Et puis comme on avait les chiffres finalement qui sont arrivés sur les PMI étaient peut-être un petit peu mieux qu'espéré, donc finalement ça a permis au marché de pas trop vendre, mais on attendra surtout les chiffres américains, hein, à partir de mardi, mercredi. C'est ceux-là qui vont donner le là sur les marchés. Et puis le 18 septembre pour la Fed. Donc on voit toujours une belle résistance du marché, hein. Ce qu'il faudrait aller chercher, c'est les 7007 avant le 18, pour peut-être espérer quelque chose de fort. Mais si on n'arrive même pas à aller sur les 7007, 7008 avant le 18, on va déjà commencer à avoir un peu de mal, je pense, pour la suite, parce qu'avec la baisse des taux confirmée, peut-être trop forte, il faudra se poser des questions. Et là, peut-être encore plus que jamais, faire du stock picking plutôt que du secteur, parce que les secteurs vont avoir, je pense, un peu de mal à performer. On va regarder donc les grosses variations. On va commencer par Sanofi. Alors Sanofi, secteur de la santé, ils ont annoncé aujourd'hui une belle avancée sur un produit de phase 3
notamment pour la sclérose en plaques. Donc le cours monte. Alors, il avait déjà bien monté depuis un moment, hein. Il est en mode retournement, on le voit, depuis à peu près ce niveau-là, hein, le mois de juillet, 14 juillet en gros. Il confirme, il met des nouveaux plus hauts et il a des très bons résultats qui vont peut-être lui permettre de maintenir ses niveaux et de se servir des 100 enfin comme support, hein. Ils ont mis du temps et ça commence à payer avec les investissements notamment qui ont été mis en R&D et qui n'avaient pas été faits avant. Donc là, ils commencent enfin à reprendre leur retard. Ça redevient intéressant, je pense, Sanofi, même si moi je préfère encore peut-être d'autres valeurs, mais c'est une valeur sur laquelle j'étais pas trop optimiste dernièrement, et là je pense qu'aujourd'hui elle fait quelque chose d'intéressant en cassant nettement les 100, son plus haut, et en faisant un petit gap plutôt intéressant, hop, ici, entre les 102 et 102,9. À voir si on vient pas le combler rapidement, si on le garde. Plutôt intéressant et signal d'achat confirmé sur Unibail. Le secteur des... alors plus que de l'immobilier, c'est plus c'est l'immobilier commercial, hein, sur Unibail. C'est les centres commerciaux notamment. On le voit, la belle conso, après le double échec sur le plus haut ici à 82, 96, donc sur les 83 en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On commence à consolider, on va chercher la moyenne à 200 et on comble pas le gap. Ça c'est intéressant, hein. Il y a toujours un petit gap ici, on l'avait noté, sur les 61,50. On l'a frôlé notamment l'année dernière, au début de l'année, au mois de janvier, mais on l'a pas comblé et on a gardé ce gap intact. Signe quand même d'une force parce que la conso semble terminée. On est revenu au-dessus de notre support intermédiaire sur les 70 et on revient casser l'oblique de correction aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se maintenir au-dessus ici de cette oblique rouge de correction. Si c'est le cas, on valide une fin de consolidation et donc un signal d'achat pour se mettre sur la valeur, c'est-à-dire de la construction dans cette zone-là, hein, pour aller chercher à nouveau la résistance. Et cette fois, plus de chances de la casser évidemment. Du premier coup, du deuxième coup, je sais pas, mais il y aura de grandes chances par rapport à ce qui a été fait dernièrement, parce que là, on y revenait après quasiment 1, 2, 3, 4, quasiment 3 ans. 3 ans, quand vous revenez sur une résistance un peu historique comme ça, c'est assez dur, c'est assez compliqué. Là, on y reviendra après quelques semaines ou quelques mois. Et on y reviendra de beaucoup plus près. Donc c'est pour ça que ça favorise quand même la capacité à la casser du premier coup ou sur repli. Donc oui, Unibail, elle est plutôt intéressante si elle confirme demain. Je voulais voir aussi, ah oui, Ubisoft. Alors Ubisoft, hop, grosse baisse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jeu Star Wars est sorti, notamment ce week-end, je crois. Et les résultats sont moyens. Alors les critiques sont plutôt correctes, sans être exceptionnelles. C'est un jeu Star Wars, donc c'est quand même plutôt une licence super forte qui a des chances de fonctionner. Mais a priori, le jeu est pas super. Les joueurs sont pas emballés. On verra sur les ventes. Mais déjà, quand on a eu des premiers jours comme ça, et puis des notes qui sont pas exceptionnelles, des joueurs qui sont pas favorables, ça se maintient, hein, les semaines après. On connaît à peu près le niveau d'attente des joueurs et ce qui va se traduire après par des ventes qui vont être a priori correctes mais pas exceptionnelles. Et c'est dommage pour Ubisoft parce que quand vous avez une licence comme ça, comme Star Wars, qui est énorme, finalement pas réussir à faire un jeu... un vrai jeu AAA qui va bien se vendre et qui va relancer un peu les ventes, c'est plutôt vécu comme un échec. Alors on aura une deuxième chance avec, je crois, dans quelques semaines ou quelques mois, Assassin's Creed. Je pense qu'il sort avant Noël, hein, j'ai plus la date en tête. Mais là, on a l'impression d'avoir grillé une cartouche sur Ubisoft. C'est dommage. Donc on a
moi j'ai l'impression que le jeu va pas cartonner comme il aurait pu cartonner. Et donc, eh ben, ça remet à plus tard, ça remet peut-être à Assassin's Creed les espoirs de remontée d'Ubisoft. Et on avait également... Ah oui, alors là c'est fermé, c'est pas grave. IBM, alors IBM, ça fait un moment qu'on n'en parle pas trop. Ils ont été un peu dépassés par tout le monde hein, depuis quelques années. Mais là, ils reviennent assez fort hein, dernièrement, notamment ici, avec hop, fin d'année 2023, le retour un peu d'IBM dans la course. La course à l'intelligence artificielle, ils se sont bien placés, notamment sur ce secteur-là. Ils ont investi pas mal et ils redeviennent compétitifs, alors qu'ils étaient fait un peu dépasser par tout le monde hein, sur le secteur des technologies, car que c'est une entreprise. Alors je crois qu'elle est même centenaire, hein, cette entreprise IBM. Donc c'est vraiment une très vieille valeur qui est dans le domaine technologique de pointe et qui est en train de redonner des signes super intéressants. On est allé taper ici le plus haut avec le gap qui n'existe plus. Hein. Le gap entre les 170 et les 180 qui avait été fait au début de l'année. On a consolidé, on comble le gap, on rebondit sur le support à 160, sur les moyennes. On va chercher la nouvelle résistance, on fait un échec, on revient. Et là, vous avez compris, hein, ça ressemble à quoi? Bah, c'est une tasse avec anse. Hop, on a la tasse, le bas de la tasse, le haut de la tasse. Et ensuite, on a l'anse. Hop, on revient casser. Et quand on casse l'anse, boum, on fait quoi? Bah, on confirme une séquence haussière de long terme. Donc, alors, comme d'habitude, hein, je rappelle, c'est des figures chartistes. C'est des très grandes probabilités d'avoir tel ou tel scénario quand on a des figures. C'est jamais 100%. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une figure qui est validée que le scénario va se valider à 100% du cas. Sinon, on mettrait à chaque fois all-in et puis tout le monde serait millionnaire. Non. Par contre, on a des statistiques super intéressantes, super importantes quand on a ce genre de graphique ou de schéma. Hein. Alors celui-là ou d'autres en particulier, mais en fonction en celui-là en particulier, sur la tasse avec anse, oui, c'est toujours intéressant quand on a cette résistance qui a été bien marqué et sur lequel on est revenu, et puis qui casse quelques semaines ou quelques jours après avec l'anse, c'est un signal pour rentrer. Donc, hop, on va nettoyer. Donc IBM, avec le secteur technologique, avec le secteur IA, est en train de nous confirmer un peu son retour au premier plan, avec les monstres hein, comme Nvidia, comme AMD, comme il y a Intel aussi qui s'est fait défoncer et là qui a fait un beau rebond dernièrement. Mais ils font un peu peur quand même Intel. Moi je préférais IBM et cette figure là elle est super intéressante. Alors il y a toujours évidemment le dividende qui n'est pas être énorme, mais qui existe et qui a le mérite d'exister et d'être distribué aussi tous les 3 mois. La tendance, elle est quand même bien marquée, bien longue, bien forte depuis des années. Et puis, il y a un petit emballement là qui est en train de se créer avec l'IA. Donc, oui, IBM, c'est une valeur à suivre, je pense, et à acheter depuis ici. Cassure de lance, on revient, on confirme. Boum. Signal d'achat ici. Donc, a priori, IBM, ils sont bons à prendre. Alors, on est forcément haut, hein, niveau MACD, niveau RSI. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus haut. Ça veut dire qu'on a potentiellement un petit pullback sur support qui serait bon à prendre. C'est-à-dire que si on revient là, tester les 195 environ, il y a de grandes chances que ça rebondisse et qu'il faille acheter ici au meilleur prix. Ou alors, on aura quand même une grosse montée avec une zone de RSI qui va péter les scores à 80-90 pendant quelques jours et qui va permettre un peu au titre de booster. Donc ça, c'est les deux scénarios les plus probables quand on a ce genre de graphe. On peut forcément avoir le troisième scénario qui arrive et qui flingue tout, c'est-à-dire une grosse conso. Mais quand on a ce genre de graphique,
qu'on peut corréler aussi avec le contexte général, et donc le secteur un peu techno-IA, on serait plutôt enclin à s'investir au moins pour une partie, voir ce que ça fait. Si ça continue, peut-être la deuxième partie, ou attendre le pullback, le rebond sur support pour mettre la deuxième partie qu'on voulait investir sur IBM et, et continuer. Voilà, donc moi ça me semble une valeur super intéressante qu'on n'avait pas trop proposé encore dernièrement sur les technos américaines. Donc dès demain, ça peut être intéressant de se mettre sur IBM. Et quelques... Alors, valeurs... Est-ce qu'on avait des nouvelles valeurs abonnées? Je sais plus. On va juste regarder les anciennes. Celsius, il n'y a pas de changement. On est toujours sur support, donc on attend le rebond. C'est plutôt bien d'investir ici parce que les risques sont modérés. C'est-à-dire que si ça enfonce le support, on quitte. Sinon, on peut s'attendre à un rebond intéressant. Ça reste baissier à ce stade, donc attention. Crédit Agricole, un peu comme une eBay. Elle est en train de casser ici sa zone et elle est en train de la tenir. Donc plutôt favorable sur Crédit Agricole. Pour le moyen terme, GTT, on attend la fin de congestion pour casser et sortir. C'est une valeur qui m'intéresserait moi personnellement, si on a une belle cassure avec des volumes. Je surveille. Imseners Health, c'est parfait parce qu'on a comblé le gap aussi. On est sur support et on est sur moyenne à 200. Donc les chances là aussi de rebond sont super intéressants. On est aussi en jour férié, donc c'est demain qu'on pourra éventuellement le racheter, mais oui. Et éventuellement à surveiller la moyenne à 20. Si on vient casser la moyenne à 20, il faudra peut-être se placer. Indra, c'est éventuellement aussi à tenter parce que la conso, elle arrive peut-être au bout. Donc là, on va avoir comme objectif d'aller chercher l'oblique et de la casser du premier coup. LVMH, on a comblé le gap, mais derrière, on n'arrive pas à casser. On préfère depuis quelques mois plutôt Hermès. LVMH donne des signes un peu de faiblesse, donc c'est pas la favorite, je pense, si on veut jouer le luxe. Novavax. Alors, j'ai pas vu ce qu'il y a eu aujourd'hui sur Novavax pour faire un +8. Mais c'est plutôt bien graphiquement parce qu'on a cette zone là, les 11 à 11,6 qui sont en train de servir de support, mais ça manque de volume quand même. Il y a pas grand chose. Alors aujourd'hui, plus que d'habitude, mais ça reste quand même sur une action qui a explosé, qui est en plus un peu dans le secteur de la santé. On attend plus de volume, mais pourquoi pas, ça reste à ce stade, ça reste jouable, mais c'est un peu embêtant quand même. C'est ces plus hauts là qui sont un peu de plus en plus bas. Il faudra un peu casser la dynamique. Aux Immuno, ils sont en train de continuer. Plutôt positif sur aux Immuno. A priori, il n'y a pas encore de signal de vente bien marqué, parce que les 8,08 là, qu'on fait échec juste une journée, on est en train de les casser. Le but, c'est de mettre un nouveau plus haut, de dépasser les 8,63. Au-delà des 8,63, on pourra se poser la question de partir, mais pour l'instant, on est plutôt enclin à rester, à dépasser les 8,63 sur SEB. Il faut attendre un peu la reprise de la Chine, on l'a dit, ils sont énormément investis sur ce marché-là. Et peut-être le retour au-dessus de 100 ici sur SEB, combler le gap, ça permettra aussi de revenir autour de la plupart des moyennes. Mais pour l'instant, oui. Alors, on a eu ce beau rebond quand même sur une zone bien marquée, bien rachetée. On avait pas mal de pics de volume ici au mois de mai 2023 qui ont été rachetés sur support autour des 80-85. Ça a été fait pareil au mois d'octobre 2023. On y revient au mois d'août 2024. Donc, c'est vraiment une zone long terme d'investissement qui permet le rebond. Mais on n'est pas encore sorti de cette dynamique moyenne. On peut très bien faire ça, hop, et revenir une deuxième fois. Donc, plutôt attendre. Stellantis. Alors, Stellantis, il continue d'avoir des mauvaises nouvelles. Déjà, il y avait les marges qui étaient en train de s'effriter. Maintenant, il y a des soucis au niveau des airbags qui sont un peu dangereux et qui fonctionnent pas très bien. Donc là, c'est encore je crois qu'il y avait déjà des problèmes sur certains moteurs de véhicules Stellantis.
ça commence à faire beaucoup pour le groupe. Et pour les ventes, forcément les gens ils vont commencer à se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture Stellantis ou d'aller voir la concurrence? Quand on voit les problèmes de Stellantis, ça risque de leur faire mal. La tendance à être toujours baissière. Et il faut éviter, je pense, de tenter une action comme ça qui est quand même bien baissière. Donc rien à faire sur Stellantis. Super Microcomputer, c'est pareil, c'est largement baissier. Et puis il y a d'autres valeurs tech à prendre, je pense, qui sont plus intéressantes. Là, on a fait gap baissier, cassure de moyenne à 200. Derrière, ça peut dévisser fortement, hein. Alors on est déjà quasiment à l'objectif numéro 1. Mais on peut continuer toujours. Moi, j'éviterai. Et Valourec, alors Valourec, il progresse. Ils sont pas encore là. Il y a toujours beaucoup de vannes, hein, toujours plus de 9% de vente à découvert sur Valourec. Ah, j'attends qu'il se rachète un peu, mais pour l'instant, il se rachète pas. Donc, je préfère éviter. Je préfère être en mode observateur que de me mettre un peu sur tout. Et on en reparlera, hein, sur Valourec, mais pour l'instant, on est toujours en mode consolidation. On n'a pas changé de tendance. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions qui vous intéressent, les actions que vous avez, les questions que vous avez sur l'économie, la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!